Oui, tout à fait. D'abord, on a passé une après-midi hier à attendre minute après minute cette déclaration qui est vitale pour bien sûr pour les familles en premier, et puis pour nous tous qui attendions. Et puis, première annonce, le Premier ministre malaisien. Jusque-là, je comprends qu'il y ait une certaine de préséance. On laisse parler le Premier ministre de l'État directement concerné, l'État où est enregistré l'avion. C'est lui qui, normalement, dirige l'enquête au niveau international. Donc, il me paraît logique que le Premier ministre soit exprimé en premier. Il a été affirmatif. Ce flaperon vient bien du MH370. Puis, dans la demi-heure qui a suivi, il y a eu l'envoi par la compagnie aérienne aux familles, par tweet, un petit peu spécial, de condoléances. OK, donc tout est confirmé. Et puis là, le procureur adjoint s'exprime devant les journalistes français, devant la presse internationale, et là, il nous parle de forte présomption, c'est-à-dire qu'il relance le doute. Alors bon, je le comprends de la part du procureur. Il ne faut pas oublier que lui, c'est l'aspect juridique qui est en jeu, qui ne laisse trace à aucun doute. Donc comme il a toujours un doute, car visiblement ils n'ont pas trouvé le numéro de série, il laisse encore, bien que personne n'ait aucun doute sur la pièce, il laisse... Justement, il va falloir lever ce petit doute. Jean, quand est-ce qu'on va pouvoir être sûr à 100% après les analyses qui débutent ce matin à Balma? Ben, je pense justement qu'aujourd'hui, demain, vraiment dans l'immédiat, l'urgence va être de gratter ce flaperon pour enlever les coquillages, pour essayer de voir s'il n'y a pas le numéro de série gravé quelque part, de manière à lever définitivement le doute sur cette question fondamentale. Est-ce qu'il n'aurait pas déjà vu ce numéro de série hier? Je pense très sincèrement que ce premier jour a dû être un constat visuel de la pièce telle qu'elle est. On ne touche pas aux coquillages. Pourquoi? Parce que ces coquillages, il va falloir maintenant également les étudier, savoir quel âge ils ont, de quel type de mer ils proviennent. Est-ce que c'est de l'eau froide? Est-ce que c'est de l'eau chaude? On voit que par rapport à cela, ça permet de cibler l'essentiel, c'est-à-dire là où est tombé l'avion, de manière à ce qu'on puisse ensuite aller le rechercher. Je pense que les recherches vont être beaucoup plus poussées aujourd'hui. Peut-être que nous aurons une heureuse surprise en fin de journée, voire demain, où là, le procureur s'adressera à nous à nouveau en levant cette fois-ci définitivement les doutes. Et à un peu plus long terme, quand est-ce qu'on peut espérer pouvoir établir un scénario de la catastrophe? Ça va se compter en semaines, en mois? Je pense qu'on a au moins un mois de recherche intensive pour avoir un pré-rapport de la part du BEA. Bien sûr, pré-rapport qui sera toujours sous la tutelle du parquet de Paris, qu'il n'y ait pas un petit peu la cacophonie qu'il y a eu à l'époque de Germanwings, où certains ont parlé, alors que celui qui doit parler en premier dans le système français, c'est d'abord bien sûr le parquet qui est le chef de l'enquête juridique. Bien sûr, il a une délégation à des organismes techniques comme la DGA, comme le BEA, mais celui qui mène l'enquête, c'est quand même, il ne faut pas l'oublier, le procureur. Et si on retrouve la carlingue, Jean, est-ce qu'il sera possible de faire parler les fameuses boîtes noires? Ça peut donner des indices pour l'avancée de l'enquête? Oui, sans aucun doute. Les boîtes noires, elles peuvent rester 2 ans, 5 ans, 6 ans dans l'eau, tant qu'elles ne sont pas écrasées. C'est du numérique, donc on sort le disque, on le lit et on sera capable de lire exactement ce qui s'est passé. Alors, elles sont exploitables, mais elles n'émettent plus. Donc, comment on peut imaginer aujourd'hui retrouver une carlingue et les boîtes noires? Alors, lorsqu'on aura ciblé le plus précisément possible l'endroit où est tombé cet avion, il y a des sondes qui vont descendre, des détecteurs de métaux, qui vont essayer de détecter des métaux lourds au fond de l'eau. Bien sûr, c'est très très profond. Il ne faut pas oublier qu'on passe à des fonds qui vont de moins 4000 mètres jusqu'à 7000 mètres de profondeur. Ensuite, une fois qu'on aura repéré les masses métalliques, il va falloir les voir prendre des photos sur place et ensuite tenter de remonter comme ça s'était passé pour le Rio-Paris et récupérer nos boîtes noires. Donc, a priori, on pourrait avoir une avancée quand même dans les prochains mois, on peut dire, pour voilà, retrouver d'autres pièces, c'est possible, sur le long des côtes de la Réunion? Ah, moi j'ai toujours dit, rappelez-vous depuis le début, j'ai dit plus de 50% des matériaux d'un avion flottent. Hein, y compris ce flaperon, c'est un caisson étanche, il flotte. Donc tôt ou tard, on en retrouvera sur les plages. Vous voyez que nous avions eu raison de dire cela. Et comme il y en a eu un qui est arrivé, il y en a d'autres qui sont arrivés. Jusqu'à présent, on n'était pas en éveil. Maintenant, tout le monde est en éveil le long de ces plages, donc tout le monde va les chercher et on va trouver d'autres morceaux qui vont nous aider à faire parler ces morceaux pour retrouver le puzzle et puis donner enfin une réponse cohérente aux familles qui ont besoin de faire le deuil de leur... 16 mois maintenant, après la catastrophe. Oui. Merci Jean Serra. Voilà.